D'un projet d'entreprise sur le double espace. On va essayer de définir un petit peu ce que tout ça implique. On va essayer aussi de commencer à l'heure. Ça va faire entrer les spectateurs, les participants. Donc, moi je m'appelle Christian Caraballo, je suis consultant Expertise France et Meet Africa. En l'occurrence, je suis chargé dans le cadre de ce programme de l'accompagnement technique et financier des entrepreneurs du programme. On accompagne, comme vous l'avez compris, 140 entrepreneurs sur les 6 pays concernés par le programme. Et donc on m'a demandé d'animer cet après-midi cette table ronde qui est un peu technique, mais pour avoir discuté déjà avec les intervenants et avoir refait le match plusieurs fois, vous verrez que les choses vont être limpides une fois que vous serez sortis de cette heure passée entre nous. Alors, je vous propose en fait d'organiser les choses en 3 temps. Le premier, c'est de vous faire en sorte que nos intervenants se présentent. Alors, juste rapidement, donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Thérèse Faye, qui est l'administrateur général du FONGIP, qui est le Fonds de garantie des investissements prioritaires à Dakar, au Sénégal. Monsieur Olivier Salinas, qui est investisseur, dirigeant notamment de Ozinvest Africa, mais pas que, il nous expliquera tout ça s'il le souhaite tout à l'heure. Amadou Touré, qui est en fait non pas responsable Desk Afrique de RSM, mais le directeur de RSM au Niger, si je ne dis pas de bêtises. Sébastien Pasco, BPI France, qu'on ne présente plus et qui travaille sur des questions relatives à l'aide à l'export, enfin l'appui en tout cas aux activités, on va dire, internationales des entreprises. Mais Sébastien nous expliquera ça aussi très bien. Et Amir Forati, qui est aussi beaucoup de choses, start-upper, ingénieur data, investisseur, et tunisien, qui a entrepris sur le double espace et qui, lui, pourra nous dire aussi précisément ce que c'est en tant qu'entrepreneur qu'intervenir sur le double espace. Ce que je vous demanderai, si vous voulez bien, c'est peut-être en 1 minute vous présenter rapidement, sans pour autant dire forcément ce que vous faites en tant que tel, puisqu'on va en parler, je pense, un peu plus tard, mais peut-être vous présenter chacun en 1 à 2 minutes pour la salle. Et puis après, j'essaierai un petit peu de dire ce qu'on entend, nous, de notre côté, par double espace, et quelles sont un peu les problématiques qui sont traitées dans ce cadre-là. Et pour ensuite, dans un deuxième temps, que justement, vous puissiez nous faire part des offres de services que sont les vôtres, des solutions que vous avez pour traiter cette question de comment on entreprend sur le double espace lorsqu'on est un entrepreneur européen, français, italien, allemand et qui veut s'installer notamment en Afrique. Madame Faye, je vous en prie, je vous laisse le soin de commencer. Tenez, j'espère que votre micro fonctionne. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier et féliciter en tout cas le gouvernement et Meet Afrique pour cette initiative heureuse. Dire que je suis Madame Thérèse Faye Diouf, administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires au Sénégal. Et je pense que pour être bref, je peux attendre maintenant le reste. Et en même temps, je suis maire d'une ville au Sénégal. Merci beaucoup. Laquelle? Maire de la commune de Diarer. Diarer, c'est dans le département de Fatick, au centre du Sénégal. Très bien. Merci, madame. Merci. Bien, bonjour. Olivier. Olivier Solinas. Donc, moi, je dirige depuis 2 ans un fonds d'investissement qu'on a créé avec des chefs d'entreprise qui s'appelle Ozinvest Africa. D'accord. Oser l'investissement en Afrique. Et donc, on a dit qu'on ne parlait pas de nos affaires, donc il faut se présenter. Alors, moi, j'habite en France, une partie de mon temps. Et puis, l'autre partie de mon temps, je voyage. Et depuis à peu près 2 ans maintenant, je voyage beaucoup en Afrique, où c'est ma deuxième patrie. Alors, quand je disais que vous ne pouviez pas parler de vos affaires, je voulais simplement dire que ce n'était pas forcément le moment de dévoiler toute votre offre de service, mais vous pouvez par contre dire qui vous représentez et quel est votre métier. Hein. Je veux dire, voilà, quel est votre comment dire, qu'est-ce qui vous distingue en fait par rapport à vos collègues aujourd'hui? Alors, je vais faire vite. Moi, j'ai fait du capital risque toute ma carrière. J'ai travaillé dans l'industrie, dans le commerce.
Et puis à un moment donné, on a fait des investissements avec des chefs d'entreprise. On s'est retrouvés plusieurs fois sur des opérations jusqu'au moment où on s'est dit qu'on allait créer nous-mêmes cette activité. On a vu qu'il y avait des trous dans la raquette. On a commencé à travailler sur le modèle et on a créé un fonds qui se distingue ou qui est différent des autres, avec une vision très entrepreneuriale, très business. On essaye de combler des trous là où pour nous ça a du sens. Donc le sens pour nous, c'est amener des choses sur des améliorations de qualité de vie pour l'humain et la planète. Et quand on a dit ça, il y avait 3 fondamentaux qu'on retrouve partout, mais la santé, la nutrition et l'environnement. Voilà. Merci Olivier, on va approfondir tout ça. On va travailler en quinconce. Amadou Touré. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Amadou Touré. Je suis le directeur de RSM Niger, qui est une filiale 100% d'RSM France. Donc RSM France appartient au réseau RSM International, donc 6e cabinet mondial d'audit, donc d'expertise et de conseil. Donc nous accompagnons des structures africaines dans la sous-région, pas qu'au Niger, dans la sous-région justement, dans toutes les problématiques liées au financement et liées justement à la structuration d'entreprises. Merci. Sébastien. Bonjour à tous, Sébastien Pasco, donc je représente BPI France, la Banque publique d'investissement. Christian, tu demandais quel était le parcours. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique. À la base je suis ingénieur, j'ai mal tourné. Puisqu'à un moment donné, les projets, il faut les financer. D'où l'attrait vers la banque. J'ai un tout petit bout d'entrepreneur, et là, c'est plutôt en démantèlement d'entreprise. Donc voilà, donc je sais aussi ce qui se passe si ça ne marche pas. Et après une carrière dans le financement de l'innovation, j'ai migré vers le financement de l'internationalisation des entreprises. Et donc, dorénavant, j'interviens à la direction de l'export, aux côtés du directeur exécutif, de sorte à porter des projets à la fois de transformation. Et la transformation, elle passe aussi par la relation bilatérale avec le continent africain, qui est un terreau d'entrepreneuriat, un terreau d'innovation, et un terreau tourné vers l'international par essence même. Et voilà, donc du coup, je me sens bien à vos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien. Amir. Merci beaucoup encore une fois de l'invitation. Donc Amir Fourati, je suis tunisien installé en France depuis maintenant 8 ans. J'ai plusieurs casquettes, notamment celle d'ingénieur en data à la base. Donc j'ai une formation purement technique qui m'a accompagné dans le début de ma carrière dans le conseil en data, stratégie, en gouvernance des données, notamment avec le secteur financier ici à Paris. Également, je suis cofondateur d'une start-up à Tunis qui s'appelle Monsapo, où on vend des produits de ménage écologiques basés sur la valorisation des déchets. Et enfin, et ce pourquoi je suis là parmi vous aujourd'hui, donc je représente Bridging Angels, qui est un réseau de business angels africains qui vise à investir dans des startups et des PME africaines particulièrement innovantes. Donc une association qui a été créée il y a de ça un peu plus de 2 ans et où on investit déjà au sein de plusieurs startups. Encore une fois, très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci Amir, merci à tous. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez vu qu'on va traiter de la question d'entreprendre sur le double espace. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, entreprendre sur le double espace? Alors, il n'y a pas de définition dans le dictionnaire, mais il y a des expériences vécues. Et en l'occurrence, les questions, elles se posent à tous les niveaux. Elles se posent pour les investisseurs, elles se posent pour les entrepreneurs. Bien entendu pour les membres de la diaspora. Elle se pose aussi pour les intervenants financiers, d'accord? Donc vous avez évoqué les questions de data, la question de la connaissance des territoires économiques, du climat des affaires, des aspects culturels ou socioculturels de tel ou tel pays sont très importants. Les questions juridiques aussi, de compatibilité juridique ou pas entre les pays sont importantes. Ça pose des problèmes de véhicules financiers parfois, ça pose des problèmes aussi tout simplement d'intervention financière ou de coordination entre les acteurs qui sont sur les deux espaces. Donc l'idée
aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble et de traiter un petit peu tous ces aspects-là, en fait, de nos capacités d'appui aux entrepreneurs sur le double espace, au regard de toutes ces contraintes et au travers de vos différentes activités. Alors, si vous voulez bien, ce que je voudrais dans ce contexte-là, c'est peut-être que vous nous expliquiez au regard de ces problématiques, notamment du financement des entrepreneurs de la diaspora, comment vos outils peuvent aujourd'hui intervenir, comment vos outils peuvent aujourd'hui aider un entrepreneur qui, par exemple, se trouve en France, en Italie, à s'implanter en fait au Sénégal. Peut-être en commençant par Madame Faye, si vous voulez bien, nous dire un petit peu comment le FONGIP... Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le FONGIP, déjà, pour commencer? Je crois comprendre que l'acronyme signifie, d'ailleurs c'est même pas un acronyme, c'est un sigle, c'est Fonds de garantie des investissements prioritaires, c'est ça? Ok, donc si vous pouvez nous présenter rapidement le fonds et puis nous dire, dans le contexte que je viens d'évoquer, ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup. Le FONGIP, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires qui a été créé en 2013 avec l'avènement du président Macky Sall au pouvoir. Et ce fonds aujourd'hui a pour mission de garantir les prêts au niveau du secteur bancaire, c'est-à-dire les PME qui ont aujourd'hui des difficultés de lever des crédits au niveau des banques faute de garantie d'hypothèque. Le FONGIP a été mis en place par l'État pour vraiment faciliter l'accès au crédit, avec aussi des coûts sur le crédit qui sont quand même raisonnables. Et c'est un peu ça la vision du chef de l'État sur la question de l'accompagnement des PME, surtout avec la garantie. Donc ça, c'est la première mission, c'est la garantie individuelle. Après cette garantie individuelle, nous avons ce que l'on appelle la garantie portefeuille. La garantie portefeuille nous permet d'intervenir à bas échelle à travers les structures des systèmes SFD décentralisés, que l'on appelle au Sénégal les mutuelles d'épargne, qui permet d'accompagner les jeunes, les femmes avec un taux de couverture important qui peut aller jusqu'à 80%, mais avec un taux de défaut limite à 30%. Après ça, nous avons ce que l'on appelle la gestion de fonds pour le compte de tiers. Je peux donner un exemple aujourd'hui qui va concerner directement la thématique que nous sommes en train de développer. C'est un fonds qui a été financé par l'AFD, l'Agence française de développement, à travers l'ADPME. L'ADPME qui est une structure au Sénégal et qui travaille dans l'accompagnement des PME. Et nous avons constitué ce fonds, l'ADPME a logé ce fonds au niveau du FONGIP comme fonds de garantie. Et quel est l'objet de ce fonds? C'est aujourd'hui pour accompagner les PME qui sont en France, les Sénégalais de France, Italie, Belgique, Espagne, qui souhaitent revenir. Et aujourd'hui, l'ADPME est en train de travailler avec le FONGIP dans ce sens. Et ça entre dans le cadre de la gestion de fonds pour le compte de tiers. Autre aspect qui me semble être important aussi, aujourd'hui, le FONGIP est en train de faciliter l'accès au crédit des Sénégalais qui, aujourd'hui, sont dans le cadre du programme des 100 000 logements, la garantie des futurs acquéreurs. Donc, bref, je peux dire que pour résumer, dans nos missions, nous avons la garantie portefeuille, la garantie individuelle, la gestion de fonds pour le compte des tiers. Et une partie de l'accompagnement que nous avons pris la décision de laisser ça quand même aux structures dédiées comme APIX, la DRFJ, ils sont là, ils sont en train de travailler sur ça et l'ADPME également. Donc, en résumé, c'est ça le FONGIP. Et je peux vous parler de 2013 à maintenant. Les interventions du FONGIP ont permis de mobiliser presque 92 milliards de financement au Sénégal et 92 000 emplois créés ou conservés, surtout au moment de la Covid, où le FONGIP a été choisi par l'État comme structure qui permet de soutenir la résilience des entreprises au Sénégal. Merci. Merci à vous. Et quand vous parlez de 92 milliards, c'est des fonds bancaires ou c'est le montant des garanties? Le montant des garanties aujourd'hui s'élève à peu près à 37 milliards. Les 92 milliards, c'est les financements mobilisés auprès du secteur bancaire qui inclut la garantie, l'apport des PME, mais aussi le financement, le crédit accordé par la banque. D'accord. J'ai juste une question. Moi qui n'ai pas de passeport sénégalais, j'appelle le FONGIP pour investir au Sénégal. Je suis éligible ou pas?
Au fait, même si vous êtes étranger, vous êtes éligible, mais à condition que la société soit de droit sénégalais. D'accord, merci. Très bien. Peut-être Sébastien, sur la BPI, sur cette question. Bon, d'abord, peut-être préciser quel est ton rôle à la BPI et quels sont les outils sur lesquels tu travailles. Bon, moi, je le sais, mais ce n'est pas pour moi. Et peut-être sur la question du soutien aux entreprises. Voilà, je vais commencer par l'inverse. Je reprends comme tu veux. Par la BPI. Donc, la Banque publique d'investissement, donc c'est une banque publique française qui est détenue en partie par l'État et également par la Caisse des dépôts. Notre mission, c'est de faire, et notre vocation, c'est de servir les entrepreneurs en générant un effet de levier positif sur l'économie, sur les entreprises, et en générant de la dynamique. Alors, on va intervenir à tous les stades de vie de l'entreprise, donc aussi bien lors de la création. On va aussi soutenir l'innovation par des outils dédiés. On intervient en contre-garantie bancaire, hein, un peu voilà, sur le modèle qu'on vient d'évoquer, pour effectivement permettre en fait, cet effet d'entraînement aux côtés des entrepreneurs, de les dérisquer, de dérisquer les banques, et toujours dans cet esprit de développement. On va également être un établissement qui cofinance, donc, où on intervient aux côtés des banques dans un plan de financement. Et 3 derniers points, on accompagne aussi aujourd'hui de plus en plus. Parce qu'un entrepreneur qui avance seul, c'est bien. Un entrepreneur qui avance accompagné, il ira beaucoup plus loin. Et donc, je vais détailler sur ce côté de l'accompagnement. C'est quelque chose qui nous est très cher parce que ça nous permet après aussi d'être aux côtés des entreprises qui s'orientent vers l'international, qui s'orientent vers les grands enjeux de demain, notamment la décarbonation, notamment la réindustrialisation. La réindustrialisation, qu'elle se passe ici en France ou qu'elle se passe sur le continent africain. Et dans ce contexte-là, on a effectivement cette vision d'accompagner aussi les entreprises sur le continent. Pour nous, la création de valeur, elle doit être partagée. Elle doit être partagée entre la France et le continent. Et c'est dans ce contexte que, effectivement, nos dispositifs permettent aussi de projeter les entreprises vers l'international, de s'implanter sur le continent avec voilà, des outils dédiés, des financements, des outils de partage de risques, des outils de garantie qui leur permettent automatiquement de viser cette projection. Et dans cet esprit-là, on a créé, il y a 2 ans, sous l'impulsion du CPA, que je remercie, et de Wilfried Loriano, un label qui s'appelle le Pass Africa, parce que le point clé aujourd'hui pour vous tous les entrepreneurs, c'est la lisibilité. Qu'est-ce que je peux faire? Quel outil je peux mobiliser à chaque phase de mon projet? Et lorsqu'on est en prise sur le marché, lorsqu'on a commencé à faire preuve de son concept, il y a un moment où l'entreprise doit accélérer, doit se développer, doit recréer de la valeur sur le continent, va partager tout son développement avec le continent. Et dans ce contexte-là, on a créé le programme Pass Africa, le label que je coordonne pour le compte de BPI, donc on en vient à ma mission. Et ce label voilà, se décline à la fois sur une orientation vers les financements dédiés au moment spécifique de vie de l'entrepreneur, mais aussi des accompagnements, parce que même si on est issu des diasporas, quand on va s'implanter sur le continent, on va aussi avoir à faire face à des problématiques. On va chercher des investisseurs, on va essayer de gérer sa com, on va essayer de gérer ses problématiques juridiques. Donc, c'est ces partenaires qu'on met autour. On a peut-être voilà, d'autres besoins. On met les financements, les besoins, on les met en lumière. Et ce programme Pass Africa, je vais conclure là-dessus, mais s'inscrit dans la continuité de ce que fait Meet Africa. En fait, Meet Africa, pour nous, c'est un peu l'incubateur de nos projets,
Et les projets qui font la preuve de concept avec MITA-Africa, ils vont grandir et on va les retrouver et on va leur permettre d'accélérer sur le continent. Et c'est vraiment dans cette vision partagée qu'on essaie de déployer ce programme-là en France, avec l'appui de nos directions régionales et aussi avec l'appui de nos bureaux à l'étranger. Merci Sébastien. Alors peut-être avant de passer au côté investisseur plus privé, peut-être Amir, le point de vue d'un entrepreneur en fait aujourd'hui sur ce sujet, et puis peut-être là aussi présenter en fait tes activités puisque tu en as plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, plusieurs choses. Premièrement, du côté de Bridging Angels, ce que l'on fait, c'est qu'on s'intéresse vraiment à des startups qui sont à l'étape de seed ou bien pre-series A. C'est-à-dire c'est des startups qui vont être particulièrement innovantes. On est assez agnostique sur le domaine ou l'industrie dans lequel va œuvrer telle ou telle startup. Néanmoins, on va chercher des business qui sont déjà établis et qui ont eu la possibilité d'avoir des chiffres, de sortir un bilan, d'avoir une activité qui est déjà claire. Et nous, en tant qu'investisseurs africains, principalement vivant à l'étranger, on va apporter non seulement du financement à ces startups-là, qui seront africaines, mais également, et dans beaucoup de cas, leur apporter de l'assistance technique, c'est-à-dire être en mesure de les conseiller, de les orienter, parfois même d'être dans le board de telle ou telle startup, pour les aider dans leur expansion vis-à-vis des marchés européens ou autres. Et c'est justement une des problématiques qui nous tiennent le plus à cœur. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a une certaine appréhension vis-à-vis, par exemple, de la France, qui est un marché que beaucoup de startups africaines convoitent, au vu que ça soit culturellement proche, au vu que la langue soit parlée un peu partout en Afrique, etc. Néanmoins, on voit que certains entrepreneurs, ils hésitent et justement, et je salue justement ce que fait la BPI, il y a beaucoup de structures en France vers lesquelles nous on oriente les entrepreneurs, avec lesquels on peut les prendre par la main pour les aider justement à s'implémenter en Europe, à vendre leurs produits en Europe, leurs solutions, et puis surtout donner de la visibilité. En tant qu'entrepreneur, personnellement, j'ai eu affaire à la BPI qui offre une plateforme gratuite, ouverte à tous, du moment que vous avez un projet qui est déjà implémenté en Afrique, etc., et sur laquelle vous pouvez trouver des gens qui font la même chose que vous, si c'est le cas, sur laquelle vous pouvez trouver des investisseurs qui vont vous inviter à des événements, à des workshops, à des formations. Et donc ça, finalement, c'est des sources de savoir vraiment incroyables pour tout investisseur qui vient de commencer. Et moi, j'aimerais ajouter un petit quelque chose en tant que, justement, jeune start-upper, pour ma part, mais qui a aussi une famille, qui a aussi un travail. Chercher du financement, c'est un job à plein temps, certes. Néanmoins, en 2023, il n'a jamais été aussi facile de trouver du financement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accès à l'information qui est très facile, qui demande certes de l'investissement personnel en temps, en heures, en énergie. Et c'est pas facile quand on est entrepreneur, quand on est 2, 3, qu'on a un business à gérer, de tout laisser de côté pour aller chercher des programmes, des incubateurs, des accélérateurs, etc. sur Internet. Néanmoins, it's worth it. Ça vaut le temps, ça vaut la peine de mettre du temps pour trouver ce financement-là parce que, mine de rien, c'est entre guillemets facile. Tout est disponible, il suffit vraiment de mettre le pied dans la porte et d'y aller avec votre pitch. Vous serez très étonné de la façon avec laquelle et de la facilité avec laquelle vous pourrez trouver des opportunités du financement. Ok, merci Amir. Alors, sur cette question-là, c'est vrai que la question du financement, c'est une question importante. Souvent, même, il y a une erreur qui est commise, je trouve, par les entrepreneurs, qui consiste en fait à faire du financement une fin plutôt qu'un moyen. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut que vous fassiez tous passer, que l'argent, ça ne reste, même si c'est très important, ni plus ni moins qu'un moyen. Et deuxième élément aussi important, c'est qu'en fait, pour pouvoir financer une entreprise, il faut être capable d'analyser un marché, d'analyser des données, bien sûr de se fier à quelqu'un, parce que... alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant 20 ans, j'ai financé des entreprises aussi. Donc, moi, ma priorité pour moi, et ma clé d'analyse, la première, c'était la personne qui s'asseyait en face de moi. Ça faisait 80% de ma décision, en fait. Voilà.
En tout cas, c'est comme ça que je travaillais. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que cette question du financement, c'est un petit peu un Graal. Et je pense qu'il faut remettre l'argent en fait à sa place. Sachant que de l'expérience que je peux avoir sur les terrains sur lesquels je travaille, il y a de la surliquidité partout aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui manque, d'accord ? Mais ce qui peut manquer parfois, c'est la qualité des projets. Et surtout, le problème, et c'est que là, je voudrais avoir le point de vue de l'investisseur, le point de vue d'Olivier, c'est comment en fait on se fie aux données chiffrées que les investisseurs, que les entrepreneurs vous proposent, parce que ça rejoint deux sujets sur lesquels vous pourrez rebondir, Amadou et Amir, c'est-à-dire la question de la disponibilité de données économiques sur le comportement de remboursement des emprunteurs, parce que c'est quand même important. Et moi, je sais que pour faire le lien un petit peu avec ce que peut faire l'ADER, sur la question du nanocrédit sur laquelle on avait beaucoup travaillé, on commence à avoir de partout des bases de données intéressantes sur le comportement des agents économiques, sur l'emprunt, etc. Et je trouve que ces données aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment utilisées. Et à mon avis, c'est dommage parce que c'est une des clés aussi du déploiement des ressources en fait, d'emprunt sur les territoires. Je ne sais pas, Olivier, si tu peux réagir à ça, si ça t'inspire quelque chose ou si je suis à côté de la plaque. Non, carrément pas. C'est bien. Nous, on voit. Alors, nous, on fait. Je reviens sur les fondamentaux. Nous, on a un fonds avec des entrepreneurs. Un fonds d'entrepreneurs, ça veut dire je m'appuie sur l'expertise de dirigeants, donc qui font du business et qui sont experts dans des domaines dans lesquels on va investir. Donc, au quotidien, on tombe sur des innovations qu'on ne comprend pas. Et parfois, je lis les choses, je me dis c'est écrit en français, je comprends rien. Je vais sur Internet, j'essaie de comprendre l'état de la techno, c'est compliqué. Et puis à un moment donné, je dis, bon, bah, j'ai fait le tour, j'ai bien mal à la tête, et maintenant j'appelle mes experts. Et là, on essaye de voir le truc. Généralement, ils me disent, en effet, ce truc-là, c'est simple parce que c'est, etc., etc., etc. Nous, on part du principe où la technologie, il en faut pour regarder des projets, parce que les projets, ils évoluent. On parle de compétitivité. On va parler de sources d'avantages concurrentiels, de propriété intellectuelle. Et nous, en fait, quand on parle d'innovation, on veut une propriété intellectuelle pour pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de choses et pouvoir déployer l'innovation à l'international. Alors, on a deux métiers, nous. On va faire de l'innovation, et donc pour nous, pour l'innovation, il faut qu'il y ait de la technologie et derrière une propriété intellectuelle. Mais on fait aussi du capital développement ou du capital transmission, et là, c'est une autre approche. Pour le marché, on regarde évidemment les documents qui nous sont transmis. On va faire notre propre étude de marché. On va confronter nos expertises et nos idées. Et dans le groupe de travail qu'on a, il y a toujours au moins 2 personnes qui ne comprennent rien à la techno et qui sont totalement incultes dans le sujet qu'on va travailler. Le plus drôle, c'est quand on regarde des trucs santé. Et parfois, l'inculte nous sort quelque chose qu'on n'avait pas identifié. Et on se dit finalement, c'est bien d'avoir une personne qui est en dehors du truc et qui va se poser une question qu'on n'aurait pas vue. Et parfois, c'est pertinent. Parfois, ça ne l'est pas. Donc, moi, je vais toujours au comité pour poser la question qui tue. Parfois, ça tue, parfois pas. Et donc, sur l'innovation, pour nous, il y a la propriété intellectuelle, mais d'abord, il y a la capacité de l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante, aujourd'hui, les projets qui marchent, ce n'est pas une personne qui démarre un projet tout seul, c'est une personne qui démarre un projet, qui a une idée, et qui va bâtir son projet avec une force de frappe, une équipe. Nous, nos équipes sont internationales, et si on voit un dirigeant qui est seul, le premier conseil qu'on va lui donner, c'est de regrouper d'autres intelligences dans son projet, parce qu'il ne pourra pas faire la stratégie, la comptabilité, le commerce. Demain, il va faire comme tout le monde, il va prendre des vacances, il ira au ski, il se cassera une jambe. Il y en a un avec qui on parle, il est dans le secteur agro, c'est assez marrant. Il se casse une main en plein déménagement, en vacances, il revient avec des broches. Bon, voilà, il y a une partie de son business qui va être non pas retardée parce qu'il a d'autres personnes, mais s'il avait été tout seul, déjà, c'était cuit. Voilà, donc on dit déjà, il vaut mieux travailler à plusieurs. Même si y a des assurances pour ça. C'est bien. Non, je plaisante. Non, mais il y a des assurances perte d'exploitation, il y a des assurances de garantie de la vie, mais le business, il doit se faire. Et donc, moi, je travaille avec des dirigeants qui sont de tous les côtés. À un moment donné, on dit stop. Donc, nous, nos investissements, on les prépare. Nos 2 premiers investissements qu'on a faits, on suivait les dirigeants, on les connaissait d'ailleurs,
et on suivait les boîtes qui n'étaient pas encore des boîtes, c'était des projets. Il y en a une, on a commencé à travailler avec eux 3 ans avant de faire l'investissement. Et quand on a fait l'investissement, on a déroulé tout de suite. Ouais. Et ça a pris une trajectoire qu'on a plutôt appréciée. Mais on travaille beaucoup en amont. Et quand c'est le moment d'y aller, il faut que tout soit prêt. Pardon Olivier de t'interrompre, mais je pense que là c'est vraiment un point très important, j'allais dire un point d'enseignement que tous les jeunes entrepreneurs qui s'apprêtent à lever des fonds doivent entendre, c'est qu'en fait à partir du moment où on lève des fonds, d'abord il faut faire ses preuves au plan économique, à savoir que le premier financeur d'une entreprise c'est ses clients, mais surtout comprendre aussi qu'à partir du moment où on ouvre le capital, où on fait rentrer des investisseurs, on est quelque part regardé de près, on est moins libre de faire ce qu'on veut. Et que oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident pour beaucoup. Et moi, je pense que c'est important de le rappeler et d'entendre tout ce que tu dis, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, tu peux, tu n'es plus libre en fait de tes mouvements réellement, quoi. Voilà. Donc il y a quand même une opération de séduction à mener et une compréhension des rôles de chacun aussi quand on investit, quoi. Alors moi, je dirais que la confiance, elle doit s'établir. On rentre dans des projets, on va rentrer de façon minoritaire, donc l'équipe dirigeante garde la main. Donc c'est quand même l'équipe dirigeante qui a le pouvoir. Nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'on est dans un rapport de confiance, tout va bien. Si la boîte a des problèmes, on est là pour ça. Donc je déteste me rendre compte qu'il y a un problème qui est connu et qu'on n'a pas eu le cran de faire remonter au board. Ça, c'est un vrai problème. Donc on dit toujours, quand tout se passe bien, c'est cool. On fait une réunion, ça se passe bien. À la fin, on boit un coup ou pas. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on se voit et qu'on sollicite le board quand il y a des problèmes concrets. Et plus on le voit avant, mieux c'est. Je pense à des boîtes. Donc moi, j'avais fait 10 ans de capital risque. À chaque fois qu'on a planté une boîte, je dis, on s'est arrêté. C'est parce qu'il y avait une information qui était détenue par l'équipe dirigeante et qu'on n'a pas eu. Et à un moment donné, le rapport de confiance n'est plus et on ne se sent pas de remettre au pot pour maintenir la boîte. Par contre, moi, toute ma carrière, j'ai eu que des boîtes qui avaient des difficultés. C'est des boîtes en croissance, donc il faut financer le BFR. Et donc, il faut toujours remettre un peu pour que la boîte continue à grandir. Ce sont des boîtes qui étaient en difficulté parce qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires, parce qu'on n'avait pas encore les clients. Je n'ai pas connu une boîte qui n'avait pas de difficulté. Et pour autant, c'est génial. Le patron du tribunal de commerce de Marseille, qui était un ancien patron de garage Renault, il disait qu'une entreprise était en difficulté le jour où elle s'est immatriculée au registre du commerce, en fait. Donc oui, par définition, une entreprise, elle est toujours, en tout cas, confrontée à des problèmes. Je ne dirais pas forcément en difficulté au sens juridique du terme, mais en tout cas confrontée à des problèmes et il y a des solutions à trouver au quotidien, quoi. On ne voit pas de facilité dans le business. Donc il faut travailler la stratégie pour arriver là où on avait à peu près prévu d'arriver, sachant qu'on part du principe où quand on a une bonne idée, il y a au moins 10 groupes sur la planète qui ont les mêmes idées. On est très présent actuellement sur l'Afrique centrale. En fait, nos concurrents, ce n'est pas des Européens, ils avancent aussi vite que nous, voire plus. Et à un moment donné, on se dit, c'est bien, il y a pas mal de monde, ça foisonne, c'est bien, mais c'est l'entrepreneuriat et les sociétés, on est dans un schéma concurrentiel. Et si on ne se pose pas trop de questions, je ne sais pas. Okay. Alors, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin aussi, Amadou. Vous travaillez pour un bureau d'audit, en fait, si j'ai bien compris ce qu'était RSM. Alors la question, c'est que vient faire l'audit dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Comment, en fait, on peut s'appuyer sur vos compétences aujourd'hui pour investir en Afrique? Alors, je pense à un problème aussi qu'on rencontre et qu'on a rencontré fréquemment chez nos entrepreneurs, c'est que, pour revenir quand même au sujet qui est fait, pour revenir, ça n'est pas trop éloigné, mais enfin, pour rester sur le sujet du double espace, c'est la question j'entreprends à distance, en fait. C'est-à-dire, en clair, j'ai un associé éventuellement à distance parce que je suis en France, j'ai ma famille en France, je veux investir, mais je ne peux pas tout quitter d'un coup, d'accord ? Comment ça se gère, ça ? Quelle est votre approche par rapport à cette question-là ? Bref, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, en tant qu'auditeur, en tant qu'analyste, à un investisseur ?
Du coup, alors question, tu parles d'audit, mais moi c'est que l'audit est associé justement à notre métier. Mais on va plus loin, nous c'est plus on fait aussi du conseil. Du conseil, c'est-à-dire qu'il y a deux phases. Il y a la première phase où l'entrepreneur, où justement où l'entreprise a besoin d'un accompagnement avant d'aller vers son investisseur ou avant d'aller vers le partenaire financier. Nous ne nous arrêtons pas juste à l'établissement d'un business plan, mais notre connaissance, notre réseau, notre connaissance du terrain fait qu'on connaît justement le tissu local de chaque pays, disons de chaque pays africain. Un entrepreneur peut arriver chez nous en disant que j'ai un business, j'ai une idée, et il va chiffrer le chiffre d'affaires. Mais nous, avec notre connaissance, on va lui dire, mais tu as ce chiffre, mais est-ce que tu as une connaissance réelle du terrain? Et on va revoir avec lui justement la projection financière et venir aussi, donc du coup, venir en face, en tout cas de l'investisseur, de l'accompagner même chez l'investisseur, chez le banquier, pour défendre son projet. D'où la deuxième phase, vous avez parlé tout de suite de la finalité du financement. Justement, le financement n'est pas une finalité. C'est après avoir eu ce financement, quels sont les moyens, quels sont justement les outils qui sont mis en place pour bien accueillir ce financement. C'est là où on intervient sur la partie conseil. C'est justement accompagner l'entrepreneur à structurer justement son projet, en mettant en place un plan de gouvernance, en mettant en place des procédures, en mettant en place justement un capital humain, ou soit en formant le capital humain, en l'aidant aussi dans sa phase de digitalisation. Pour revenir justement à la question de l'associé, on revient un peu sur l'audit. Donc nous, on fait beaucoup d'audits de projets financés par exemple des bailleurs de fonds, comme l'AFD, la Banque mondiale. Et ces audits, l'objectif de cet audit, c'est de voir justement la traçabilité des fonds et l'utilisation des fonds qui sont effectués par des coordinateurs de projets, par des acteurs, par des experts en passation de marché sur place. Maintenant, cette expérience, justement, du coup, sur l'éligibilité des fonds, sur la vérification des fonds, fait que nous sommes en mesure, en tout cas, de rassurer des investisseurs français ou même des associés sur, en tout cas, l'utilisation des fonds mis en place dans des projets africains. Donc, c'est pourquoi RSM insiste beaucoup, justement, sur cette partie d'accompagnement, qui fait que nous faisons un travail de fond sur la partie, par exemple, sur le contrôle interne. On travaille beaucoup justement sur des projets, sur des sujets liés au contrôle interne, sur des sujets liés justement aux procédures de passation de marché. Ça, c'est des petits exemples. Mais qui rassurent justement les bailleurs de fonds, qui peuvent rassurer un investisseur, qui peut rassurer même un banquier. Donc, voilà. D'accord. Et donc, en fait, votre travail d'audit sur le terrain, notamment dans le cadre des interventions des bailleurs de fonds, ça vous éclaire aussi sur le climat des affaires, et c'est des éléments et des informations que vous pouvez partager en fait avec d'autres investisseurs ou pas? Ou il y a trop de confidentialité et c'est uniquement en fait à des fins de contrôle, quoi? Oui, c'est le fait de faire des audits, notamment sur des sujets aujourd'hui liés à l'éducation, à la santé, à l'agrobusiness, fait que nous avons une connaissance du terrain. Donc nous avons justement des chiffres, nous avons peut-être notamment nous avons connaissance de certains fonds de garantie qui sont des parties prenantes justement de ces projets-là. Et qui fait que cette connaissance du coup des outils au niveau local fait que nous pouvons mettre à disposition justement ces éléments-là aux investisseurs. J'ai un exemple, par exemple, que j'ai vu ce matin. On a un entrepreneur qui vient d'autres pays d'origine, qui a un projet, un très bon projet, qui a une activité, qui a une structure juridique, mais qui me dit, je ne peux pas encore aller voir les investisseurs. Pourtant, j'ai des partenaires financiers qui me proposent de l'argent, mais je n'ai aucune organisation pour accueillir ces fonds. Et on se rend compte, justement, en faisant des forums, même en rencontrant des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas connaissance de beaucoup d'outils qui sont en place, que ce soit BPI aujourd'hui, que ce soit justement des fonds de garantie, que ce soit des investisseurs. Pour beaucoup d'entrepreneurs, le seul moyen justement de développer leur projet, c'est d'aller voir les banques. Merci Amadou. Alors juste avant de redonner la parole à Sébastien qui me l'a demandé, donc garde bien Sébastien ce que tu as à dire s'il te plaît. Amir, tout à l'heure tu nous as parlé de ton rôle d'entrepreneur, mais en tant qu'investisseur aujourd'hui, si demain je viens te voir en te disant voilà je suis Camerounais, Sénégalais, je veux me réinstaller, j'ai tel ou tel projet,
j'ai besoin d'investissement. Quelle va être ta clé de lecture? Quelles vont être tes exigences en fait pour pouvoir m'accompagner, pour pouvoir travailler avec moi? Je vais par exemple te dire, je veux créer une entreprise, mais je ne peux pas me déplacer, j'ai un associé qui s'installe là-bas. Est-ce qu'il faut que je crée une filiale? Quelles sont les contraintes juridiques en fait, qui sont les tiennes pour pouvoir en fait, intervenir sur ce projet? Est-ce que tu as des partenaires sur place? Bref, voilà. Comment on fait quoi? Tout à fait. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, j'aimerais poser, disons, une définition qui doit être claire pour tout entrepreneur, qui est qu'est-ce qu'une start-up? Permettez-moi de poser une question aussi triviale, mais c'est très important de le mentionner. Pourquoi? Parce que ce matin, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup des porteurs de projets. Une start-up, par définition, est un business qui a vocation à scale up. Il doit aller de l'avant très, 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 très vite. Au contraire d'un business classique qui peut avoir une évolution très rapide ou très lente. Pour avoir cette évolution-là, il faut un différenciateur, qu'il soit technologique, qu'il soit, par exemple, comme vous avez dit, de l'IP, de l'intellectual property, que ce soit un procédé industriel innovant ou quoi que ce soit, il faut absolument un différenciant. Et en tant qu'investisseur, quand j'ai un projet, c'est la première chose que je vais regarder. La toute première question que je vais poser, c'est « How can you scale up ?» Comment est-ce que vous pouvez scale up? Quel est votre différenciateur? Du moment que vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez me répondre et me convaincre sur cette question, on peut continuer la discussion. À partir de ce moment-là, on va regarder, comme l'a dit très justement Olivier, l'équipe dirigeante. Combien de personnes vous êtes? Quels sont vos profils? Est-ce qu'on juge que vous êtes apte à mener ce projet et pourquoi? Si vous avez fait de l'agroalimentaire toute votre vie, mais que vous voulez vendre une solution data pour les banques, il faudra me convaincre pourquoi vous avez réussi à le faire. Peut-être que vous avez un CTO qui a été Chief Data Officer chez BNP, ok, soit. Mais si vous me dites, moi je viens de l'agroalimentaire et je veux faire de la banque, et que vous n'avez aucun argument, ça sera un peu difficile. Au-delà de ça, il faudra s'adresser et discuter avec des structures comme celle que représente Amadou aujourd'hui. Qu'est-ce que montrent vos chiffres? Qu'est-ce que vous avez prévu? Comment? Selon quelle hypothèse? Et puis aussi, quelle est l'évaluation que vous estimez pour votre business? Quel est l'avis d'expert qui vous a permis d'avoir cette valuation-là? Et comment moi, en tant qu'investisseur, je vais oser de le dire, je vais avoir de la plus-value? Parce que finalement, en tant qu'investisseur, c'est ce que je cherche. Et donc, même avec des tickets aussi petits, entre guillemets, que les nôtres, nous, on investit avec des tickets allant de 20 000 à 100 000 euros, disons, eh ben, on cherche à avoir un retour sur investissement pour notre argent. Et donc, on va regarder comment va évoluer votre business. Et je reviens donc à la question du départ. Quel aura été votre différenciateur? Pourquoi? Parce que c'est ce différenciateur-là qui crée le jump de valeur, qui crée la valeur ajoutée finalement de votre projet. Et juste une petite parenthèse. Les startups maintenant dans la Silicon Valley, elles donnent des valuations qui sont parfois extravagantes. Et il y a énormément de lectures à ce sujet. Ils disent par exemple que pour les startups dans le domaine technologique, je prends le MRR, donc Monthly Revenue, Recurring Revenue, je le multiplie par 20 et hop, j'ai ma valuation. Ok, soit ça se tient sur le marché français et africain, pas de problème. Mais par contre, moi en tant qu'investisseur, si vous me dites ça, je vais vous dire, ok, montrez-moi. Comment? Pourquoi technologiquement vous pensez que c'est le cas? Et nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on a des experts parmi nos membres qui vont aller challenger de façon très concrète la technologie, l'idée, le principe, etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de biais cognitif finalement. Je vous aime bien, vous êtes quelqu'un de sympathique, vous savez très bien présenter. J'ai eu un petit coup de cœur pour votre projet parce que ça me tient à cœur ou quoi que ce soit. Certes, ça existe, on est tous humains. Néanmoins, c'est 0,0001%. Tout le reste, c'est des choses, comme j'ai pu vous l'expliquer, l'équipe, l'idée et surtout le différenciateur. J'appuie vraiment là-dessus parce que ce matin, malheureusement, j'ai eu à mentionner ce point plusieurs fois avec des porteurs de projets, c'est qu'est-ce qui fait que, hop, vous allez jumper. Et n'oubliez pas que si vous avez une start-up, si vous voulez gagner 1 million d'euros par mois, soit ouvrez une franchise McDo, vous allez réussir. Mais par contre, voilà, si vous voulez conquérir le monde, il faut vraiment le différenciateur. Moi, je veux bien gagner 1 million d'euros par mois, mais j'ai jamais trouvé comment.
Ceci dit, quand je t'entends, ça me fait penser à la valorisation de Tesla aujourd'hui. C'est-à-dire un mec qui est capable de vendre 300 000 voitures uniquement et qui a la valorisation boursière de Mercedes et BMW réunis, alors qu'ils en vendent des millions depuis des dizaines d'années, quoi. Voilà. Comment on en est arrivé là ? C'est le royaume du rêve, un petit peu, de la Silicon Valley. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où, encore une fois, il y a un mot qui a été mentionné que je trouve génial, qui est la confiance. Il faut qu'on ait confiance en vous et dans votre projet. Gardez en tête que Uber n'a jamais gagné d'argent. Uber a toujours été déficitaire ou à minima au zéro. Mais ils arrivent toujours à lever des fonds, ils arrivent toujours à avoir un cash burn qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça marche et on a confiance en eux. Merci beaucoup, Amir. Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose ? Et d'ailleurs, oui. Si vous souhaitez, vous autres aussi, à l'issue, prendre la parole, n'hésitez pas à Je vais me signaler. permettre de rebondir sur ce que vient de dire Amir, Amadou, ce qu'a pu dire Thérèse et Olivier également. Effectivement, cette notion du royaume du rêve, cette notion de solitude du dirigeant. Il y a une personne qui est rentrée dans la salle et là, ça a fait tilt. Je me suis rappelé d'un projet que j'ai accompagné. Un dirigeant d'entreprise avec un gros background, il crée sa boîte, il va faire un MBA à HEC, le programme part, il se lance. Et heureusement qu'il était entouré, ce monsieur, parce qu'il partait dans le mur. Il avait choisi un modèle où il partait dans le mur. Et le fait que ce dirigeant ait un jour dit je suis dans ma solitude du dirigeant, j'ai besoin d'écouter d'autres personnes. Il a écouté ses investisseurs, qui sont aussi des investisseurs de renom. Il nous a écouté, nous, BPI France. Et il s'est mis à cogiter. Et il a twisté son modèle. L'entreprise, créée en 2009, fait aujourd'hui 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est largement rentable. Et voilà. Comme quoi, cette remise en question, elle est parfois aussi nécessaire pour rompre la solitude du dirigeant et du porteur de projet. Qui plus est, s'il opère sur les deux continents. Et quand vous opérez en passerelle entre les deux continents, les points clés, Amir l'a souligné, c'est la confiance. Voilà, la confiance, l'envie. Il faut la garder, il faut garder cette assurance. Et dans le moindre moment de doute, il y a plein de partenaires autour de vous qui peuvent activer des effets de levier, qui peuvent vous écouter, qui peuvent lancer des audits. L'investisseur peut aussi vous aider à réfléchir. C'est tout ça qui est hyper important lorsqu'on entreprend, c'est de savoir se faire accompagner et bien accompagner. Et je terminerai sur cette phrase que j'ai recopiée de Kessel. On peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir. Et je pense qu'au travers de l'accompagnement, c'est ça qu'il faut garder, c'est que ça vous amène encore plus loin que ce que vous auriez pu penser faire. Merci beaucoup, Sébastien. Madame Faye, je vous en prie. En fait, merci beaucoup. Je voudrais peut-être revenir un peu sur les stratégies du partage des risques. Par exemple, peut-être les méthodologies standards sont pareilles partout, mais il y a des stratégies qui diffèrent d'un pays à un autre selon également les réalités économiques, les activités, mais surtout le profil des entrepreneurs. C'est extrêmement important. Par exemple, nous au Sénégal, certes, nous savons qu'il y a tout un accompagnement qui est là pour permettre aux PME de se formaliser, mais aussi d'avoir de bons business plans au niveau des banques. Mais dans le traitement des dossiers au niveau du FONGIP, on va au-delà. Je pense que la visite effectuée par les équipes chez l'entrepreneur en dit quelque chose. Et elle est fondamentale. Et c'est notre première entrée à la matière dans le traitement du dossier. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lors de l'entretien, le premier contact est révélateur. Autre chose également, quand on parle du partage du risque, il y a des négociations avec les banques. Par exemple, certaines ne veulent pas s'exposer à un certain niveau. D'autres vous diront que non, c'est un secteur un peu risqué, c'est pas sûr, etc. Et tu vois que malgré que c'est risqué, ils engagent à accompagner
l'entrepreneur. Donc ça veut dire que c'est le fonds de garantie qui est derrière, qui les intéresse. Donc, en fait, ce que vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a une forme. Vous êtes en train de nous dire que le travail technique en fait du fonds de garantie joue le rôle de label, un peu de labellisation ou de tiers de confiance aussi par rapport à la banque, au-delà de la garantie financière. Je parle de l'analyse technique des dossiers, je parle de. Oui, parce que nous, par exemple, quand on lève des fonds, par exemple, nous l'avons fait récemment avec la Banque mondiale. Il y a des engagements que le fonds de garantie, en tout cas, signe avec la Banque mondiale. Par exemple, nous ne devons pas avoir un taux de défaut qui dépasse 5%. Ce qui fait qu'en dehors de l'analyse de la banque, nous avons aussi l'obligation de suivre la personne que nous sommes en train de garantir à travers une banque. Et c'est là où il faut vraiment mettre le focus. Par exemple, le paiement direct aux fournisseurs, qu'il faut insister dans l'octroi de la garantie à la banque, que ces ressources ne soient pas virées directement à la PME, mais que la banque vire directement les ressources au niveau des fournisseurs de la PME. Ça permet un peu de contrôler s'il n'y a pas un détournement d'objectif en quelque sorte. Autre chose aussi, je pense qu'il est important de révéler ça, les transactions sur le résultat financier de l'activité. Je pense que ça aussi, si on contrôle cette activité, ça permet d'avoir un niveau de paiement satisfaisant et ça peut toujours aider. Pourquoi je dis ça? Une personne qui entreprend quand même a un objectif bien déterminé. Cet objectif, c'est de réussir. Mais il y a tout un environnement qui impacte sur l'activité, qui fait que des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est la raison pour laquelle nous, au FONGIP, à chaque fois, on essaie de tout faire pour mettre des garde-fous, en tout cas, qui peuvent aider tant à la banque, mais aussi à la PME, surtout, de pouvoir, réussir son activité, de pouvoir être en règle avec la banque. Si elle est en règle avec la banque, aujourd'hui, le taux d'indemnisation sera très faible. Et si elle est faible, je pense que notre portefeuille sera sain. Et voilà, c'est un peu ça que je voudrais partager, parce que souvent, certaines PME ne comprennent pas pourquoi un fonds de garantie, pourquoi ils se comportent ceci. Mais le fonds de garantie aussi a cette obligation de maintenir un peu son portefeuille sain, un taux de défaut qui n'est pas important. Et là, je pense que tout démarre de la structuration de l'entreprise, du business plan, jusqu'au résultat final. Oui, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la garantie financière, c'est pas une assurance en fait. Elle n'est pas là pour se substituer en fait d'abord à une validité d'un dossier, quoi. Elle n'est pas là pour financer un sinistre en fait qui surviendrait comme un assureur de façon inopportune, mais elle est surtout là pour être on va dire l'appui à la décision finale d'intervenir une fois qu'on s'est assuré que tout le reste était OK, quoi. C'est-à-dire que le dossier était économiquement viable, qu'on avait confiance dans nos interlocuteurs, etc., etc. Donc voilà, une garantie, c'est quand même assez. Ça, c'est important de l'expliquer aussi aux entrepreneurs parce que parfois on a des entrepreneurs qui pensent que la garantie c'est une assurance, c'est-à-dire qu'au premier défaut, le garant va payer. C'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Voilà, très souvent, c'est des garanties de perte finale et on attend que que l'entreprise soit complètement liquidée pour rembourser la banque, quoi. Voilà. Donc c'est important de le dire. Merci en tout cas pour d'avoir précisé en fait les contours de votre métier, parce que c'est pas un métier aussi simple qu'il n'y paraît, la garantie, quoi. Voilà. Et c'est important de l'expliquer. Merci. Amadou, je crois, voulait prendre la parole. Juste avant que tu n'interviennes, parce qu'on s'achemine vers la fin de notre table ronde, je voulais vous inviter, si vous avez des questions, à les préparer et à les poser, bien entendu, en vous avançant vers les micros qui sont disposés dans les allées, et on y répondra, si on le peut, bien volontiers. Amadou. Alors, excusez-moi, moi je voulais intervenir sur un sujet très intéressant dans le Parlement d'Enfaï, c'est le sujet du risque. Nous incitons les entreprises, nous incitons beaucoup les entreprises et les PME justement à établir une matrice de risque. Une matrice de risque. Une matrice de risque qui justement va un peu sonder les risques liés à l'organisation, aux finances, au processus, à l'efficience du projet. Le premier risque qui est important, c'est l'organisation. Nous avons une problématique, une réalité africaine
qui est lié justement à la délégation de pouvoir. Quand justement on arrive dans une entreprise, et nous on le voit beaucoup dans des projets dans la sous-région, vous allez voir que c'est le coordinateur ou le dirigeant qui prend toutes les décisions. On se pose des questions, mais pourquoi justement ce dirigeant ne délègue pas à son directeur financier, qui est pourtant issu des fois de grandes écoles, qui a une longue expérience? Pourquoi il ne délègue pas justement à son directeur commercial sur des questions liées justement aux sujets commerciaux? C'est parce que tout simplement, il n'y a jamais eu de diagnostic pour montrer justement à ce directeur que le fait de tout centraliser chez lui conduit à un risque opérationnel. Donc c'est un défaut de management. Et ça, tant qu'on ne fait pas un diagnostic à un moment donné. Et puis c'est les diagnostics, nous avons fait ce diagnostic ici en France, on le fait beaucoup pour des entreprises françaises. Qui ont, du coup, au début, c'était des startups qui sont aujourd'hui cotées en bourse. Je donne souvent le cas d'une entreprise justement qui est dans l'industrie musicale. Donc avant ce diagnostic, le dirigeant, qui était le seul actionnaire qui avait un associé, pensait que tout se passait bien dans son entreprise. Parce qu'il y avait un chiffre d'affaires, il y avait un résultat, il pensait que tout se passait bien. Mais il n'a pas pensé à la phase d'après. Donc quand il est arrivé à cette phase où il fallait entrer en bourse, je pense qu'il s'est pris une claque, mais après il s'est dit, bon, je vais faire un diagnostic, et ça, il a fait appel à nous, et puis on a vu que sur toute la chaîne organisationnelle du dirigeant à la direction financière, à la direction opérationnelle, qu'il y avait des failles. Ok. Et après, il faut être capable de partager ce diagnostic pour pouvoir en fait inspirer confiance. Inspirer confiance, justement. Et quand vous arrivez chez votre investisseur en disant justement que j'ai l'organisation qu'il faut, j'ai justement le processus qu'il faut pour gérer certains aspects, notamment sur la gestion clientèle, sur la gestion des fournisseurs, des sujets de base, hein, sur la gestion des fournisseurs, sur le traitement des clients. Donc si j'ai tout ce qu'il faut pour évoluer, parce que ce qu'on fait au début, c'est justement faire une valorisation cible, un diagnostic cible, et voir justement où veut aller l'entrepreneur, où veut aller le projet. Et c'est ce qui intéresse, comme a dit tout à l'heure, mais c'est ce qui intéresse l'investisseur, c'est vers où vous voulez aller. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour aller vers cette organisation cible. Donc c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur un diagnostic, c'est très important. C'est comme une personne qui va aller voir le médecin, la première chose qu'il va faire, c'est le diagnostic de votre bilan de santé. Et ensuite, voir justement les pathologies qu'il faut régler tout de suite, ou même sur le moyen terme, ou sur le long terme. Ok, en gardant toujours à l'esprit qu'on ne peut pas obliger les gens à se soigner. Peut-être, je ne sais pas, Olivier, quelque chose à rajouter? Non? Oui. Je réfléchis, mais tout a été dit. Je rebondis sur ce que disait Amadou. Nous, en fait, systématiquement, il y a un risque qu'on enlève, c'est le risque, on va dire, de la mauvaise information financière. Donc, pendant 10 ans de capital risque, je courais après des chiffres qui étaient 2 fois sur 3 faux. Donc, il y avait des petits chiffres, c'était pas grave. Parfois, c'était des chiffres qui avaient des conséquences folles à la fin, quand on allait au tribunal de commerce. Donc, nous, en fait, on s'est affranchi de ça quand on rentre dans une boîte. Ce qu'on dit avec le dirigeant, c'est qu'on rentre parce qu'on a confiance. Le dirigeant, la dirigeante ou l'équipe. On rentre, on a confiance. Et on n'a pas envie que l'équipe dirigeante se prenne la tête à sortir des chiffres le dimanche soir pour le lundi parce qu'on se voit. Qu'à chaque fois, on n'est pas sûr de ce qu'on va mettre sur la TVA. On se plante de BFR. On fige une ligne sur le tableur Excel, puis ça passe. Donc nous, pour s'affranchir de ça, puis pouvoir travailler proprement, on se base sur une expertise d'un cabinet de conseil indépendant. Comme ça, on n'est pas là pour s'embêter à est-ce que les chiffres sont bons. On reçoit des chiffres, des données qui nous intéressent, quelques données, on n'est pas là pour faire des usines à gaz. Et sur ces données-là, on est capable de faire avancer la boîte et de voir où sont les problèmes. Et donc nous, on travaille systématiquement avec 1 ou 2 cabinets indépendants et on décharge tout de suite l'équipe dirigeante, surtout si c'est une petite boîte. On leur dit on préfère mettre même un peu plus dans la levée de fonds pour qu'il y ait ça à disposition, et ça nous enlève déjà un risque. C'est au moins, on est sûr que l'information est bonne, et on gagne du temps, quoi. Voilà. Ok, ben c'est une... On travaille avec RSM. Et vous travaillez avec RSM? Ah ok, bon, ça va. Ouais. Merci. Okay. Merci à tous. Est-ce que la salle a des questions? Ah oui, c'est très bien. 3, 1, 2, 3. Alors, Mamadou, si tu permets... non, pardon, Mamadou en premier. Ensuite, je crois que c'était vous.
vous et vous. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des micros si ça ne vous dérange pas pour poser vos questions. Et merci. Merci à vous. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, Christian. Mamoudou Ndiaye, de la délégation de l'emploi rapide des femmes et des jeunes, la DRFJ du Sénégal. C'est plutôt une contribution un peu sur la notion de risque ou de dérisque. Si vous voulez, on en a beaucoup parlé. Je provoque souvent en disant que c'est le serpent qui se mord la queue. Du côté investisseur, oui, c'est le premier critère qu'on va voir, c'est l'équipe dirigeante. Sauf que du côté de la start-up, pour mettre en place une équipe dirigeante, il faut des ressources. Il faut des ressources dans la durée au moment où on travaille sur son projet. Donc s'il n'a pas ces ressources-là, naturellement, il peut présenter une équipe qu'il n'a pas. Sur la notion de la capacité de la start-up à passer à l'échelle, un autre critère, on fait allusion un peu sur cette capacité. Parfois, ça dépend de la stabilisation de la technologie. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte et qui ont un coût finalement. Que le chef d'entreprise, le dirigeant de la start-up, on l'oublie souvent, il n'est pas expert en tout. Il n'a pas toutes les compétences, il n'a pas vocation à avoir toutes les compétences. Et c'est là où, au-delà des investisseurs, au-delà des fonds de garantie, des organisations, des structures comme nous, on entre en jeu. En mettant de petits tickets qui permettent à la start-up de pouvoir, pendant 1 an, 2 ans, recruter, se doter des ressources de qualité, une expertise pour lui permettre de stabiliser son produit, de mettre en place une organisation, une structuration cohérente pour pouvoir demain passer à l'échelle et convaincre des investisseurs. Une des problématiques qu'on a, par exemple, au Sénégal, quand on discute avec les startups tous les jours, ils vous disent ceci. Écoutez, moi, je n'ai pas assez d'argent pour mettre en place des personnes, de l'expertise sur certains domaines, surtout dans l'innovation et la tech. Si je prends des étudiants, je les forme, je mets beaucoup de temps à les former, à les mettre à niveau. Puisque je ne les paye pas assez, les grands groupes vont les prendre. La grande majorité d'entre eux, aujourd'hui, sont obligés d'avoir des seniors à la Silicon Valley, ici en France, etc., et qui les accompagnent un peu à distance, et c'est ce qui fait qu'il réduit également le délai, en fait, qui accentue plutôt le délai pour passer à l'échelle et qui crée encore d'autres dysfonctionnements. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir, c'est nous ce qu'on essaie de faire à l'ADER, de dérisquer un peu à travers de petits tickets pour permettre à ces startups-là, parce que ça contribue à la préparation, à lever des fonds ou aller à l'échelle, pour leur permettre à la fois d'avoir des ressources humaines de qualité et enfin, à tête reposée, avoir un peu de temps pour travailler davantage leur projet. Je vous remercie. Merci Mamadou. Tu aurais dû venir avec nous, en fait. Tu aurais dû venir avec nous. Excusez-moi, je ne sais plus, mais je crois, si ça ne vous dérange pas, je vais rebondir. Oui, je vais rebondir sur ça, parce qu'on entend souvent ça. On n'a pas assez d'argent pour recruter l'équipe, tout ça. Je vais très vite. Quand on a monté le fonds, on n'avait pas beaucoup d'argent et j'étais tout seul. Et aujourd'hui, à l'intérieur du board, il y a des dirigeants de sociétés cotées. On a des gens qui sont de très haut niveau. Et je ne les ai pas achetés, je n'ai pas pu les rémunérer. Par contre, j'ai ouvert le capital et on a monté un truc ensemble. Et le départ, il s'est fait, c'est parce qu'on s'est entendu sur une vision qu'on avait et on l'a partagée. Mais je n'avais pas les moyens de recruter les mecs qui sont à mon board. Et on s'est entendu d'abord parce qu'on avait un projet et qu'on voulait le faire ensemble. Et puis après, en fait, la gouvernance, on la partage et je ne suis pas le seul propriétaire du fonds. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc les startups, c'est pareil. Plus vous allez faire de la technologie, plus il va falloir en effet des fonds, plus il va falloir des gens qualifiés. Et si on garde la propriété de la boîte, on reste seul et je pense qu'on manque son coup. Oui, enfin, moi j'entends très bien tout ça. La seule chose, c'est qu'il faut être capable de rencontrer des gens qui sacrifient le court terme au long terme, quoi. Mais ça existe. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est une solution intelligente. Je vous en prie, monsieur, et puis après, Bonjour.
Moi, je suis Boubacar Diallo, je suis directeur de banque et entrepreneur en Guinée dans le domaine de l'immobilier. Et là, on a un projet agro-industriel vers le Sénégal. Donc, du coup, j'ai quelques questions qui sont liées au financement des entreprises, surtout pour la BPI et le FONGIP. Donc, l'idée est que, quand je prends un exemple, prenons Amazon. Ils ont dit, selon les légendes, ils ont fait 10 ans sans être, en fait, rentable. Donc, du coup, une petite entreprise qui commence ou une entreprise qui démarre, sur les premières années, souvent, ce qu'on nous demande, les cabinets de conseil et plein de choses, c'est la trajectoire de développement. Ça met une pression importante sur le dirigeant et une pression importante sur le projet. Parce que très souvent, on est pressé de savoir à 3 ans, ainsi de suite. Donc, sur comment aujourd'hui se traduit concrètement l'accompagnement que vous proposez dans le processus de financement pour la BPI, par exemple, un jeune entrepreneur qui prend des fonds avec vous, est-ce que l'amortissement démarre tout de suite? Est-ce qu'il y a un différé de 5 ans par rapport aux États? On le remarque parfois, il y a un différé sur la fiscalité pour 2 ans, 3 ans selon les pays. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce sens qui permet à l'entrepreneur d'être stable pour se projeter? J'aurais tendance à dire chaque projet va être différent, en fait. Il peut y avoir des phases de risque où on a besoin de prouver son concept. Et là, on a plutôt des outils subventionnels où on va partager le risque avec le porteur de projet. Parce que voilà, on a l'idée, on va la concrétiser avec un proto. C'est super risqué, c'est de la subvention. Ensuite, on va avoir des outils où on permet à des entreprises de se projeter à l'international. Et là, oui. Enfin, je parle d'entreprises françaises qui sont établies, qui montrent effectivement qu'elles ont un certain schéma. Là, oui, on peut s'inscrire dans le temps long. Il faut juste garder en tête une chose en France. On est soumis d'une certaine façon à la réglementation européenne. On a une réglementation européenne au-dessus de la tête qui nous dit que lorsqu'une entreprise a consommé plus de la moitié de ses fonds propres au-delà de ces 3 premières années, donc s'il n'y a plus de fonds propres, cette entreprise, elle se voit fermée de tout type de financement. Donc c'est un curseur qu'il faut aussi avoir en tête, c'est-à-dire qu'une entreprise qui ne sera pas rentable pendant 10 ans, si elle n'a pas de fonds propres et qu'elle a tout consommé, techniquement elle est au bord du dépôt de bilan, d'une part, mais d'autre part, aujourd'hui, le régulateur européen nous dit « vous ne pouvez pas ». Voilà. Et ça, c'est aussi à votre expert comptable d'alerter, de dire « il faut remettre au pot, il faut faire ceci, il faut faire cela pour monter et avancer sur le projet ». Après, voilà, j'aurais tendance à dire chaque projet est différent, même s'il y a des grands outils, des grandes lignes, mais c'est votre projet dont on va parler et c'est pas forcément ce qui a été fait pour un tel n'est pas forcément du pic ailleurs. Voilà. Okay. Parce que moi, j'ai entendu parler de prêts d'honneur, de beaucoup de choses auprès de la BPI, mais est-ce que ça concerne, par exemple, des Français qui investissent en Afrique, qui n'ont pas la création d'entreprise ici? Non. Il faut créer l'entreprise ici. BPI France n'a le droit d'accompagner que des entreprises dont le siège social est en France. C'est notre mission. Okay. Très bien. Donc, le prêt d'honneur, oui. Après, quelle est votre activité en France? Ça, c'est autre chose. Le prêt d'honneur va permettre d'augmenter les fonds propres. Ensuite, il y a le projet de l'autre côté. Ce projet, on peut aider une entreprise française à aller se projeter. Ou, après, c'est nos partenaires, et là, ça peut être le FONGIP, en l'occurrence, et ça me permet de renvoyer la balle, qui peut aider à dérisquer. Mais on ne peut pas forcément dérisquer ici, dérisquer là. Il faut quand même de la création de valeur sur chaque territoire. Oui, Amir, je vais donner la parole, mais peut-être le FONGIP peut réagir, s'il vous plaît. Bon, très rapidement, ce que je peux dire par rapport à sa question, peut-être contrairement à BPI, au Sénégal, toute entreprise de droit sénégalais peut bénéficier de la garantie du FONGIP. Le principe est simple. La création d'emplois se fait sur place. C'est des Sénégalais qui seront employés.
Il y a aussi le paiement des impôts, des taxes, en tout cas tous les avantages du succès de cette entreprise sur place au pays. Maintenant, par rapport à sa question de façon générale, au FONGIP, après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, nous intervenons en second rang, comme vous le savez, comme tout fonds de garantie. Dès que vous avez une entreprise, une banque qui vous accompagne, le reste, ce sera juste de regarder certains éléments standards, si ça a été réglé entre l'entrepreneur et la banque. Il peut arriver des fois aussi que la banque propose un taux d'intérêt qui est extrêmement cher ou d'autres conditions d'apport qui fait que le taux de couverture de la garantie sera excessif. Et là, le FONGIP peut revenir pour demander à la banque de revoir un peu les conditions, par exemple réduire le taux d'intérêt, par exemple revoir l'apport qui a été proposé à la PME, etc., etc. Et tout ça aussi, ça dépend du secteur d'activité, parce qu'au Sénégal, les secteurs d'activité prioritaires ont été définis par le gouvernement, comme l'agriculture qui crée plus d'emplois, la pêche, l'agrobusiness, etc. Et selon le niveau, comment dirais-je, le secteur d'activité tel qu'il a été défini par l'État comme étant un secteur prioritaire, le taux de couverture de la garantie varie selon les secteurs d'activité. Voilà. Très bien, merci beaucoup madame pour ces explications. Amir, rapidement, oui. Et puis après on passera, si vous êtes d'accord, aux questions qui sont au fond. J'aimerais vous indiquer, monsieur, donc, vous qui êtes entrepreneur et qui, certes, venez du système bancaire classique, entre guillemets, de garder l'esprit ouvert aux financements qui ne sont pas classiques. Tout d'abord, déjà, pensez à ouvrir votre capital. Vous serez très étonné du nombre de gens de extrêmement haute expertise qui seront prêts à vous rejoindre juste sur la promesse de votre croissance. Et ça, je l'ai vécu au sein de notre projet, premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans un écosystème africain et donc il y a plusieurs possibilités de financement avec ce qu'on appelle du prize money, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on pourra vous donner pour parfois des dizaines de milliers de dollars ou d'euros gratuitement. Soit c'est des prêts sans intérêt, ou même parfois, et ça a été le cas pour nous, en Tunisie on a beaucoup ça par exemple, beaucoup de bailleurs de fonds, ils sont prêts à vous soutenir sur la base de votre projet gratuitement. Ils vont vous donner de l'argent gratuitement. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Par contre, il faut aller chercher ces bailleurs de fonds, il faut aller chercher ces organismes-là. Je pense notamment au Founders Institute, je pense au Y Combinator, je pense à l'USAID, je pense à beaucoup, également à Business France, qui propose énormément d'initiatives partout en Afrique pour donner de l'argent, très concrètement, aux porteurs de projets sur la base de leur projet. Et donc ça, c'est des mécanismes que vous pouvez actionner sans risque, finalement, pour pouvoir faire évoluer votre projet. Et je vous souhaite, bien sûr, très bonne chance. Merci Amir. Alors, si vous permettez, monsieur, juste, parce que ça, vous patientez depuis un petit moment, et debout en plus, et merci, et nos excuses donc à vous. Merci à vous. Je m'appelle Ba Ibrahim Djimel, je suis étudiant à l'école ESGCI en 4e année Business Development et également secrétaire général d'une association au sein de l'école qui est African Entrepreneurship Club. Et en ce moment, nous avons lancé un projet au sein de nos campus ESGA ici à Paris, un projet qui porte sur l'identification des porteurs de projets. Et en deuxième phase, ça sera de les proposer un conseil, des conseils, de l'accompagnement et également une formation. Et en fin d'année, pourquoi pas mettre en place un concours start-up. Donc du coup, ma question s'adresse plus à M. Amir Fourati et également à Sébastien Pasco. J'aimerais juste savoir dans quelle mesure pouvez-vous nous aider, par exemple, à mener à bien ce projet en termes de conseils ou d'accompagnement. Merci. Sébastien ? Amir, Amir peut-être. Je vous en prie. Amir, non. Eh bien, écoutez, je ne peux que vous soutenir déjà, parce que je pense que déjà, vous le voyez, principalement avec les entrepreneurs africains, c'est des gens qui sortent d'école, plein d'énergie, plein d'envie. Donc, allez-y, premièrement. Deuxièmement, on va aller se prendre un café et en reparler en long, en large et en travers tout à l'heure. Parce que oui, ça me tient à cœur de vous aider. Et troisièmement, pour les entrepreneurs qui sont ici dans la salle, faites confiance aux étudiants, faites confiance aux stagiaires. C'est des ressources très compétentes, beaucoup d'énergie,
qui ne veulent qu'une chose, vous accompagner dans votre projet, et c'est des gens avec lesquels vous pourrez vraiment bien avancer quand vous leur donnerez les bons outils. En tout cas, juste pour m'engager au nom des RSM, si ce projet se met en place, nous allons vous accompagner gratuitement justement pour en tout cas vous aider à vous mettre en place des outils pour vous aider justement à accéder au marché. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute après tout ça? Non, ce que je peux dire, c'est vous êtes au bon endroit. Allez sur le stand, allez parler aussi avec Christian après, parce que vous avez tout le programme aussi Meet Africa qui peut vous aider à grandir autour de ce projet-là. Et voilà, et c'est un projet, faites-vous connaître, qu'on en parle tous. Voilà, et on vous aidera à faire. Vous avez mis la graine, on apportera tous ensemble les petites briques, l'eau, les oligo-éléments, etc., pour que cette graine elle pousse. Voilà, et donc vous êtes aujourd'hui au bon moment et au bon endroit. C'est tout ce que je peux ajouter de plus. Merci. Vous en êtes très très bien sortis, messieurs, je vous félicite. Je vous en prie. Ah, vous avez une question aussi? Ben, patientez s'il vous plaît 2 petites minutes et je vous donne la parole. Monsieur. Voilà, je m'appelle Sidi Djilel Sambou. Je suis membre de l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora du Benelux. Benelux à 2 heures de Paris. Moi, je voudrais faire une contribution, en même temps une demande. C'est vrai que pour le Sénégal, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'activités se passent à Paris. C'est vrai qu'il y a 55 000 personnes à Paris comparativement à 3 000 personnes. Nous sommes l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora. C'est une structure belge, de droit belge. Nous travaillons sur ce qu'on appelle les questions de développement de façon générale. En termes d'action, nous travaillons pour la communauté. Nous avons mis en place beaucoup d'actions. Je vais donner 2 exemples. La première, concrètement, on a mis en place une coopérative d'habitat pour aider les Sénégalais qui sont dans le Benelux à avoir de l'habitat ou du foncier au Sénégal. Nous avons aujourd'hui un pipe de 300 personnes, 150 000 €, ce n'est pas beaucoup. Mais là où je voulais peut-être avancer, c'est de demander particulièrement à Mme Thérèse Faye de s'ouvrir un peu de notre côté. C'est vrai que c'est de petites niches, hein, mais c'est les niches qui font demain les grands, qui amènent demain les grands projets. C'est important. Nous avons discuté tout à l'heure, c'est valable pour l'ADR, c'est valable pour toutes les structures de financement. Nous avons vraiment besoin de s'ouvrir. C'est vrai qu'individuellement, les gens viennent vers vous, mais il y a des structures qui sont bien installées, qui sont inscrites dans les moniteurs belges. Il faudra vraiment travailler. C'est là où vous travaillez sur le collectif. Voilà, nous sommes des relais. Nous pouvons vous apporter quand même beaucoup de choses. Naturellement, les gens, quand ils voyagent, ils vont au Sénégal, ils viennent vous voir et tout, mais à notre niveau. Et pour terminer, nous venons de mettre en place le réseau des entrepreneurs, les entrepreneurs du Benelux. Nous avons recensé 50 entrepreneurs qui ne se connaissaient même pas. Nous avons organisé ce qu'on appelle une journée de l'entrepreneuriat où ils se sont tout de suite découverts et que parmi eux, ils pouvaient faire beaucoup de choses ensemble. Il y a des entrepreneurs installés dans le Benelux qui interviennent dans des domaines aussi importants que l'agriculture, qui font de très bonnes actions de la Belgique. Donc vraiment, nous souhaiterons quand même ces structures de financement qu'ils portent œil sur nous et que nous sommes venus pour la première fois, nous saluons l'initiative le Forum de l'entrepreneur. Nous sommes venus voir comment ça se passe et que je pense qu'on va y repartir. On va essayer de collaborer. Madame Thérèse Faye a donné son accord quand même pour nous revenir. J'espère qu'on trouvera une formule de collaboration et qu'on pourra essayer de travailler ensemble. Je vous remercie. Merci. Bon, merci beaucoup. On a déjà échangé et effectivement,
Nous allons continuer la discussion pour trouver les voies et moyens de vous accompagner. Comme il l'a dit, il y a des initiatives privées des Sénégalais résidant en Belgique que nous sommes en train d'accompagner actuellement dans le Saint-Louis du nord du Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, que tout Parisien doit connaître. Et pour le reste, comme vous l'avez dit, on va essayer de voir cette structure d'entrepreneurs, comment le gouvernement peut se déplacer, même venir voir dans quel secteur d'activité vous souhaiterez être accompagné. Et pour le reste, ce sera de la mise en relation, s'il s'agit bien sûr de la levée des fonds au niveau des banques et s'il y a des projets également que vous comptez dérouler au pays. Merci beaucoup. Merci à vous. On va prendre une dernière question, si vous voulez bien, bien sûr. Et puis peut-être après clôturer cette... ou alors, j'ai peut-être oublié des gens. Alors après, je vous demanderai peut-être par contre d'être un peu plus bref, parce qu'on va commencer à être en retard. Mais je prends alors trois dernières questions ou interventions, et puis on en restera là, si vous voulez bien. Monsieur, je vous en prie, essayez d'être bref, si c'est possible. Je vous remercie. Je suis Silla, c'est mon bas, en fait. Je suis en expertise comptable. Et je conduis depuis un bon moment un projet en fait, sur le financement participatif. Ma réelle problématique, c'est est-ce que ça serait possible en fait, dans le cadre de mon projet de mobiliser les fonds de garantie? Parce que la plupart du temps, en fait, dans ce projet-là, on accompagne des personnes qui sont des petits entrepreneurs en fait, qui n'ont pas la possibilité d'être accompagnés par des gros cabinets d'expertise comptable. Nous, on en a un qui permet en fait à ces personnes de pouvoir bénéficier de business plans, derrière de pouvoir produire des documents qui permettent aux gens qui viennent sur la plateforme de financement participatif de voir la rentabilité de leur projet. Mais les gens qui viennent sur la plateforme se posent la question véritable de savoir si on investit, que le risque il est tellement grand que derrière l'investissement ne nous rapporte rien, quelle est notre garantie? Et je traîne cette problématique depuis un bon moment. Du coup, je voulais demander à Madame Thérèse Fayet si elle pouvait en fait, me conseiller en fait, sur les fonds de garantie. Elle en avait parlé à un moment. Et voilà, c'est ça ma question. Bon, chez moi aussi, une question. Est-ce que c'est des projets d'ici que vous comptez développer ici ou bien dans vos pays? Je compte mobiliser les fonds en fait, des deux côtés, de la diaspora comme des nationaux. Cependant, les projets sont essentiellement en Vous Afrique. êtes sénégalais? Non, je suis ivoirien. Ok. Bon, la Côte d'Ivoire a un fonds de garantie. Bon, c'est juste pour lui donner les informations. Un fonds de garantie très dynamique, structure jumelle au fonds GIP. Et je pense que si vous prenez contact avec la structure sœur, ils pourront vous indiquer, mais après le process est la même. Après, il y a peut-être aussi une réponse en France, c'est-à-dire que le sujet, c'est peut-être aussi, parce que ça arrive aussi assez fréquemment, que les entrepreneurs de la diaspora créent une entreprise en France, une entité juridique en France et une autre au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et là, pour le coup, la BPI, elle intervient sur les structures de droit français, et comme d'ailleurs le fonds GIP sur les structures de droit sénégalais. Et je suppose qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même idée, quoi. Voilà. Et ça, c'est un des problèmes en fait de l'entrepreneuriat sur les deux espaces, c'est que si on veut bénéficier des outils des deux côtés, souvent il faut des entités juridiques qui répondent aux droits des deux continents. Tout à fait. Alors moi, juste pour répondre à la question justement je pense des honoraires, si j'ai bien compris la question, c'est les cabinets coûtent cher. Nous, en tout cas, notre modèle, ce n'est pas tout de suite d'imposer à l'entrepreneur ou justement à l'entreprise de rémunérer justement notre accompagnement. Nous comptons beaucoup sur l'humain, sur la relation humaine. Donc c'est pourquoi, nous déclenchons la rémunération ou même le fruit du travail qu'on va effectuer une fois que le financement sera débloqué. Donc on a peut-être l'occasion de discuter sur ça, mais en tout cas c'est notre modèle. Il y a des cabinets qui vont tout de suite imposer justement un taux de rémunération fixe. Mais nous sommes sur ce côté-là, en tout cas, pour vous rassurer, c'est plus à la fin. Donc nous comptons vraiment sur la relation humaine, sur d'abord le travail qui sera effectué en amont avant d'imposer le paiement de l'entrepreneur. Merci. Alors, on vient de m'informer qu'en fait, on a pris beaucoup de retard, puisque la plénière devait durer 1 heure et ça fait 1h30 qu'on discute, ce qui veut dire quand même que c'était intéressant et que vous vous êtes pas ennuyés. Donc ça, c'est le point positif. Le point un peu moins positif, c'est qu'il faut qu'on arrête parce qu'on a
une clôture officielle et avec des intervenants qui attendent et il ne faut pas les faire trop attendre. Ce que je vous invite à faire, messieurs, qui avaient des questions, c'est à contacter les personnes du panel à l'extérieur. Ça ne sera pas difficile à faire. Et puis je vous remercie tous beaucoup pour votre attention. On peut applaudir nos intervenants et vous remercier pour la qualité de vos interventions. Merci à tous et puis je vous invite à rester pour assister à la clôture avec nos intervenants. Et Habiba, s'il te plaît, n'oublie pas de me rendre mon téléphone. Merci. Merci à tous.